Alors, si j'ai bien compris, vous avez préparé des questions, vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Les élèves s'intéressent à la fois à votre métier. On a la même voix avec Il va détruire absolument tout mon charisme devant les élèves. Sincèrement, si vous avez du charisme, on saurait, Je ne regrette pas d'être venu. Donc en fait, ils s'intéressent à votre métier, le métier de présentateur télé, présentateur radio, donc ils vont vous poser quelques questions là-dessus, parce qu'ils travaillent un peu l'orientation, étant donné que ce sont des premières, des terminales. Et après, ils vont vous interroger sur votre rapport au latin, parce que vous allez avoir une affiche qui va prendre place au sein d'une exposition qui va s'intéresser à des personnalités. C'est vos origines là que vous évoquez, qui ont fait du latin et qui soit s'en sont vraiment servis dans leur métier parce qu'ils sont archéologues, parce qu'ils travaillent dans un musée, ou par ailleurs parce que ça a contribué à leur culture générale, à faire en sorte qu'ils s'expriment bien à l'oral, à l'écrit, à faire des citoyens éclairés. Et vous avez un ordre, vous avez des questions, alors, chacun droit à une question. Ça se sent que c'est préparé comme ça? Je sais pas. C'est ça. Je vois certains ont des micros, d'autres des caméras. Allez-y, il y a un ordre déjà établi ou pas? Allez, on y va à la première question. Allez-y. En quoi consiste le métier de présentateur et de présentateur radio et télé selon vous? Ah, la différence entre l'un et l'autre. De façon générale, votre métier pour vous? Parce que, pour être très clair, le métier de présentateur télé, c'est un domaine. C'est comme si on parlait d'architecture en disant en quoi consiste le métier d'architecte, mais qu'il fasse des maisons, des ponts, des immeubles ou des grands travaux de rénovation. Puis même certains architectes vous diront, moi je ne suis pas capable de faire telle chose dans tel domaine, mais capable d'en faire d'autres. Il y a des émissions de télévision que je serais totalement incapable de présenter. Sans prétention, je pense qu'il y en a pas mal qui seraient incapables de présenter celle-là aussi. Plus globalement, le rôle d'un animateur ou d'un présentateur, je dis volontairement animateur pour prendre l'étymologie, voilà, l'étymologie, c'est donner de l'âme. Et dès l'instant où vous avez une même émission, et ça vous est peut-être déjà arrivé de voir une même émission présentée par une personne, puis une autre personne, parce que l'un est parti, a changé de voix, ou l'émission a changé de chaîne, j'en sais rien. On y met toujours un peu de nous, un petit grain de personnalité, une petite touche personnelle, sans pour autant oublier les fondamentaux. Les fondamentaux d'un jeu, il y a X candidats au début, il y en a un à la fin, il y a des règles à respecter, et après vous les faites plus ou moins respecter, plus ou moins bien respecter, avec plus ou moins d'appétit ou d'humour ou de grossièreté, il y a de tout. Mais par exemple, je pense à Léa Salamé, là maintenant, ce qu'elle faisait quand elle était avec Laurent Ruquier, pour moi, pas le même. Enfin, c'est le même métier, mais c'est pas le même résultat quand elle est seule, quand elle est leader. Voilà. Et alors, grosse différence entre la radio et la télévision. La radio fait appel à l'imaginaire, totalement. Même si la mode est de regarder les émissions de radio, les podcasts, de voir les gens qui parlent. La télévision, on vient pour animer, accompagner des images et être un fil rouge. Et le rôle commun des deux, c'est de vous prendre, auditeurs, auditrices, téléspectatrices, spectateurs, par la main, pour vous expliquer dans quoi on vous embarque et quelle histoire on vous raconte. Le point commun, c'est de raconter une histoire, mais l'exercice n'est pas le même, parce que l'imaginaire fait que vous ne parlez pas avec le même ton. La voix est beaucoup plus posée, la voix est plus intime, parce qu'on parle à des personnes qui sont dans une chambre, dans une salle de bain, dans un salon, dans une voiture, mais pas forcément dans une grande salle, et pas fort. Peut-être même souvent dans un casque, des oreillettes. Lorsqu'on fait une émission de télévision, il faut à la fois que la lumière prenne et mette l'ambiance chez vous, c'est-à-dire qu'il faut que ça vive,
Si c'est un peu trop fade, un peu trop triste, inconsciemment ça va vous saouler, ça peut vous endormir. Il y a des couleurs qui sont froides comme le bleu, des couleurs qui sont chaudes comme le rouge. Donc là aussi, en fonction de la couleur que vous mettez, vous ne donnez pas le même sentiment. C'est pour ça que Taratata est rouge, c'est pour ça que les paroles c'est bleu. Et puis on anime, on porte la voix. Et là aussi, s'il y a du public, vous dites bonsoir, bienvenue. Et s'il y a juste un invité, c'est bonsoir, bienvenue. Mais on est plutôt à minuit et demi, et pas ni à midi ni à 19h. Donc je suis désolé de ne pas avoir répondu ou d'avoir répondu trop longtemps, mais il y a tellement de facettes différentes qu'on peut pas. Mais comme médecin, je veux dire, voilà, il y a des spécialistes, il ne faut pas tous le même métier, même s'ils ont un tronc commun, une base. Et en tout cas, si ce métier vous intéresse, il vaut mieux passer par la radio, qui est une école de rigueur, et comme c'est l'imaginaire, tout repose sur votre voix, sur votre intelligence et sur ce que vous racontez. La télévision, c'est plus facile, même si ça joue aussi avec l'image. Et ce qui est génial à la télé, c'est par moment de ne rien dire, justement, et un regard à la caméra, ou un petit soupir, ou un clin d'œil, peuvent suffire. Mais les silences à la radio veulent dire beaucoup de choses aussi. J'ai dit tout et son contraire, en fait, je me rends compte. Désolé. Suivant, vous. Allez-y, haut et fort. Bonjour. Alors, c'est un temps que vous ne connaissiez pas. Quand est venue l'idée et l'envie, j'ai eu mon bac en 79. Adolescent, j'étais très timide et pas bien avec les filles. Donc, quand il y avait des booms et quand il y avait des moments où il fallait danser ou bouger, j'étais assis dans mon coin, je bougeais pas. Et puis, je me suis rendu compte que dès l'instant où je passais des disques, à ce moment-là, les filles venaient me voir en me disant « Est-ce que tu pourrais passer tel disque ?» Mais évidemment, avec plaisir. Et puis que quand je passais le disque, la fille en question sur la piste me regardait là. On faisait pas encore le cœur avec les doigts, mais c'est ouais, super. Et là, d'un coup, je me dis waouh, donc j'existe. Je suis plus le mec mal dans sa peau. J'ai un rôle, j'existe, je passe de la musique. Et puis après, les DJ, je parle de ceux qui passent de la musique, hein, pas ceux qui font de la musique. Donc moi, je faisais que passer des disques. Et puis quand on a un qui était abîmé, alors à l'époque, c'était des platines et des vinyles, donc ça pouvait être rayé. Donc là, il fallait vite le remettre ailleurs, ou prendre un micro et combler, dire, voilà, ou faire sourire, ou dire des blagues, pour pas que d'un coup les gens quittent la boom. Parce que j'avais organisé avec un copain des booms qui étaient payantes, mais pas payantes pour gagner de l'argent, non, vous voyez pas le côté malsain, c'était juste pour payer les softs, les orangina, les coca, les jus de fruits, et ainsi de suite. Et s'il nous restait d'argent, on achetait des disques avec ça pour qu'on ait des disques que les autres jeunes qui faisaient des soirées dansantes, des disques qui ne l'étaient pas. Encore une fois, à l'époque, discours de vieux, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de Spotify, il n'y avait pas d'internet, donc on pouvait, en achetant plus cher, avoir des disques qui étaient sortis en Angleterre ou aux États-Unis, qui s'appelaient des imports, qui coûtaient 3-4 fois plus cher que les disques vendus en France par des Français. Et donc on pouvait avoir Michael Jackson alors qu'il passait nulle part à la radio et que c'était waouh, comment tu fais pour avoir Billie Jean avant que ça sorte à l'époque. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis après c'est un tout petit peu moins. Enfin, on a fait des radios pirates parce qu'on n'avait pas le droit de faire de la radio FM avant l'année 81. Et puis moi j'ai fait des études en fac de sciences et après le prépa HEC. J'ai perdu mon papa, et donc il n'était pas question que je sois un poids pour maman. Et donc parce que les études coûtaient cher, il fallait payer un loyer, et le resto U, et ainsi de suite. Et donc je suis redescendu à Cannes pour aider maman et pas être un boulet. Et puis j'ai tout simplement passé des essais dans une radio qui m'a engagé. Voilà. Les choses se sont enchaînées comme ça, presque par défaut. C'était un plaisir qui est devenu un boulot. Mais je n'oublierai jamais mon papa qui me disait, le jour où tu feras comme métier ce que tu aimes, tu ne travailleras plus jamais. On n'a plus la notion du... alors, je vais dire une bêtise. Étymologiquement, le travail, c'est la torture.
C'est l'étymologie qu'on donne ordinairement. C'est ça. Un instrument de torture. Donc c'est la torture, le travail, c'est un sentiment de torture. Mais quand on fait quelque chose que l'on aime, on compte plus les heures. Et on ne regarde pas l'âge de la retraite. On se dit, voilà, j'aime ça, tant que je peux le faire, je le fais. Mademoiselle? Pas vous. Mademoiselle? Pas vous. Si. Les sources de satisfaction de vous rencontrer. Non mais je vous dis sincèrement, ça fait plaisir de voir que vous êtes curieuses et curieux de ce métier, de ne pas décevoir les gens qui me font confiance, que ce soit ceux de mon équipe, même s'il y a un petit côté, je suis le patron, mais en même temps, vous avez beau conduire un car, si tout le monde est malade derrière dans le car, bah voilà, vous êtes pas un bon conducteur, donc j'ai un peu ce rôle-là. J'espère que les gens qui bossent, enfin, nous bossons ensemble, pas qu'ils bossent avec moi, c'est prétentieux, mais nous bossons ensemble, j'espère que tout le monde est heureux comme ça, et il y en a qui sont dans l'équipe depuis 30 ans. Waouh! Donc pas décevoir, voilà, pas blesser. Je fais beaucoup de blagues connes, mais et on ne sait jamais sur qui ça tombe, à quel moment ça tombe, et même en disant tout simplement à quelqu'un c'est votre mère qui a choisi le sweatshirt, on ne pense pas faire du mal. Et pardon pour la sale vanne, si, et j'espère que c'est pas le cas, et je le souhaite de tout cœur, si votre maman a en ce moment un problème de santé, ou si, je sais pas, aussi un divorce, si un truc grave que je ne connais pas, d'un coup j'ai simplement dit, c'est votre mère qui a choisi ce sweat, et là je sais que j'ai appuyé sur un endroit, enfin non, je ne sais pas, je vois que j'ai appuyé sur un endroit qui blesse la personne. Ça c'est une catastrophe pour un animateur, c'est une catastrophe, parce qu'on dit quelque chose d'extrêmement banal, est-ce que vous faites du sport? Mais non, parce que j'ai un cousin qui est mort l'autre jour. Voilà. Et d'un coup, on fait, mais je savais pas, pardon. Donc évidemment, on ne fait pas des enquêtes sur la vie privée des personnes, mais en disant des choses extrêmement banales et inoffensives pour simplement attirer un sourire, ou parler de séduction à une fille qui vient d'être plaquée par son amoureuse ou son amoureux. Voilà, on ne sait jamais. On sait jamais. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Ne pas blesser, ne pas décevoir. C'est déjà une bonne satisfaction. Monsieur, un mec quand même, à un moment il faut y aller. Quelles sont les qualités requises pour être un bon présentateur selon vous? Les qualités requises pour être un bon présentateur. Ah oui. J'en sais rien. Je sais même pas si je suis un bon présentateur. La seule chance que j'ai, c'est de durer, c'est de faire de l'audience. Après, il y a des tonnes de gens qui me détestent. Il y en a pas mal qui regardent, et tant qu'il y a cet équilibre, si tu veux, c'est simple, hein, c'est l'offre et la demande. Donc voilà, le jour où il n'y aura plus personne, il y a un patron de chaîne, et ça m'est déjà arrivé, qui va dire « Monsieur, on va s'arrêter ». Et des fois, ils me le disent même pas. Ils le disent à un journaliste qui le publie, et je lis le journal, et j'apprends que je suis viré. Voilà, donc bon présentateur, c'est peut-être celui qui fait pas de mal et qui déçoit pas. Moi, le petit truc que j'ai en plus, c'est que j'aime bien qu'il y ait des valeurs, pas uniquement, voilà, passer de la musique, faire des vannes, faire des interviews à France Inter, tout ça c'est bien, mais j'aime bien qu'il y ait des messages qui passent de tolérance, de respect, d'ouverture d'esprit, et de valeurs démocratiques et républicaines. Voilà, je suis... Après, parmi les valeurs, et puis pardon si certains ne sont pas concernés par ces valeurs-là, c'est vrai que j'ai du mal avec la chasse depuis toujours, mais encore plus en ce moment avec les lois qui passent où on dit non mais vous inquiétez pas, vous pouvez sortir dans la forêt, il y a une application qui vous dira où sont les chasseurs. Mais il y a encore des balles perdues qui rentrent dans la maison des gens, donc on se dit avec l'application, le mec il va démonter sa maison, il va la mettre 500 mètres plus loin parce qu'il y a un chasseur qui est pas loin. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse aimer tuer, j'ai du mal à comprendre que ce soit un sport, que ce soit pour la beauté de la nature, et je sais que le disant et le disant d'une manière un peu peut-être énervé et plus du tout sur le ton de la vanne, certaines personnes en ont marre et se disent je vais arrêter de regarder. Mais en même temps, c'est bien de choisir ses ennemis. Donc moi, que le président de Chasse et Pêche ne veuille pas regarder mon émission, moi je suis plutôt content. Et puis sur les valeurs, je vais vous donner un exemple qui n'est pas gay, je suis désolé. Il y a une chanson qui s'appelle L'Aigle Noir de Barbara. Barbara a été victime de l'inceste par son papa, qui faisait des attouchements sur elle. Elle l'a dit, elle l'a raconté.
Elle a fait des images dans des chansons. Après, certains voient ces images, d'autres disent mais non, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, dans son autobiographie, elle l'a raconté. Et chaque fois que j'évoque Barbara, je dis, comme je vous le dis à vous, si qui que ce soit porte la main sur votre corps, que vous n'êtes pas d'accord, qu'il fait un geste, qu'il vous force à faire des choses que vous ne voulez pas, il faut le dire. C'est pas vous qui êtes en tort, c'est l'autre personne qui a un problème et il faut en parler. Et chaque fois, je donne le numéro de téléphone, le 119. Alors comme ce sont pour des enfants plus jeunes que vous qui sont concernés, je dis le 119 pour qu'ils sachent exactement comment le composer, comment appeler. Et un jour, une maman m'a écrit une lettre en disant l'autre jour, vous allez recommencer encore à dire voilà, Barbara, le 119, n'oubliez pas que vous faites une émission de divertissement, que vous faites un jeu, vous faites de la musique, arrêtez de vous occuper de nos vies privées, arrêtez de donner des conseils à tout le monde, monsieur le donneur de leçons, hein, machin, machin. Et la lettre était mais super bien écrite. Et puis on va rapidement à l'écriture si c'est quelqu'un de dérangé ou quelqu'un de structuré. Je vous dis ça, soignez votre écriture, c'est important pour les profs et pour le bac aussi. Et je continue de lire, elle était vraiment agressive. Et puis d'un coup, rupture. Et elle me dit, je suis en train de vous regarder, en train, encore une fois, de nous asséner toujours votre morale, à haute voix, à côté de ma fille, qui a 14 ans. Et ma fille me dit, maman, faut que je te parle. Voilà. Je me suis pris ça comme une claque. Et s'il y a 10, 20 000, 300 000 personnes qui disent tu fais chier avec ça, s'il y a une fille dans un coin qui dit ça m'a aidé, le job est fait. Pardon. Question con, vas-y, une bonne question con, ça va nous mettre de bonne humeur, vas-y. Non, pas toi. Qui a une question bien conne, comme il faut, non? Ah, ou mademoiselle, oui. Ah, j'adore, question conne, t'as levé la main, t'es obligé de la poser maintenant. T'es obligé, vas-y. Vas-y, haut et fort. Non, je blague, elle sera pas conne. Ah, c'était pour faire une rupture, pour reprendre ma respiration. Vas-y. Quel est pour vous le moment de votre carrière que vous retenez comme le plus enrichissant? Alors ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais ça a été justement les moments où j'étais viré. C'est-à-dire que, bah oui, les échecs. On n'apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Voilà. Quand quelque chose marche, quand on fait des succès d'audience, quand on est sur la radio la plus écoutée pour France Inter, ou qu'on réussit sur France 2 à être leader, bon, on finit par trouver ça normal, même si c'est pas normal, on finit quand même par s'inquiéter un peu de ne pas décevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand on fait quelque chose avec une intime conviction, et que ça ne fonctionne pas, ça vous remet en cause, ça vous refait travailler, et c'est bizarre, mais on en sort grandi. Voilà. Donc, je retiendrai tous les refus, tous les non, tous les échecs, qui vous donnent un petit côté carpe diem pour la suite, parce que ça donne ça donne conscience de l'intérêt du moment agréable ou du moment présent. Quam minimum postero credula. Credula, dit. Voilà. Crois le moins possible en l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, le carpe diem est extrêmement positif, et derrière, la suite du poème, c'est de dire crois le moins possible à l'avenir. C'est super dark, quoi. C'est éclate-toi aujourd'hui parce que demain tu vas en chier. Mais beaucoup plus élégamment, hein, dit par Horace. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et je dis souvent à mes équipes, alors profitons-en, ça ne va pas durer. Mais on fait tout pour que ça dure. Monsieur. Non, pas de question. Vas-y. En mai 2015, vous défendiez l'enseignement du latin dans l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Ouais. Pouvez-vous nous dire pourquoi cet apprentissage vous semble essentiel? Alors, parce que ma maman était prof de latin. Donc déjà, si tu veux, là, il y a un truc qui sortira jamais de mon ADN, prof de latin et de grec. Parce que j'ai 4 enfants qui ont fait ou font du latin. Je dis ont fait parce qu'il y en a qui ne sont plus à l'école. Et parce que je trouve insensé que des députés, responsables, sénateurs et autres
et je me demande quel niveau de QI ils ont, décident d'alléger les programmes, de supprimer même la possibilité à l'époque. Après ça a changé, c'est redevenu possible, mais il y a eu un vrai mouvement, une vraie réaction en disant c'est plus la peine d'étudier le latin, langue morte, passons à autre chose. C'est notre langue. C'est notre langue, ce sont nos racines, c'est nier nos racines, je trouve ça affolant, c'est tuer un arbre si on nie ses racines. Et le latin, il est présent dans nos vies en permanence. On est ici dans un métier de l'audiovisuel, audio-visio, vous avez les deux, vous avez l'écoute et vous avez la vision, c'est-à-dire ça, on ne peut pas être plus ancré dans le latin que ça. Faites un match de foot, ils ont fini ex aequo, c'est du latin, etc. C'est du latin, il est partout. Mais on ne va pas apprendre. Donc il y a des gens qui finissent par vous dire oui, puis plein de choses, ETC, c'est fatigant. Voilà, un tout petit peu de comprendre ce que ça veut dire, et puis apprendre. Même s'il n'y a pas que des mots d'origine latine dans notre langue, puisqu'elle est vivante et qu'elle est influencée par des mots anglo-saxons, germaniques, arabes, turcs et toutes les origines, c'est le propre d'une langue vivante. La base, c'est le latin. Ne pas apprendre le latin, pour moi, c'est nier les fondamentaux de notre langue, que je trouve extrêmement belle, qui a beaucoup plus de nuances que beaucoup d'autres langues, et je ne sais pas à quel point vous êtes linguiste, à quel point vous étudiez d'autres langues que le français, mais en tout cas, c'est l'une des plus belles langues au monde, si ce n'est la plus belle. Et ce que j'aime dans les cours de latin aujourd'hui pour vous, si vous êtes tous latinistes, forcément, oui, c'est que vous apprenez à travailler, pas pour quelque chose, parce que vu de votre prisme, vous pouvez très bien vous dire je ne vois pas à quoi ça me servira dans 10, 15, 20, 30 ans quand je serai maman, papa et ainsi de suite. Très bien. Vous apprenez à travailler pour vous. Vous n'apprenez pas à travailler pour une autre raison. C'est uniquement pour vous. C'est pour votre culture générale. C'est pour plus facilement comprendre quand vous arriverez dans un hôpital pour me rendre visite au secteur de la gérontologie, vous saurez que étymologiquement, c'est là que les vieux se trouvent. Donc plutôt que de dire, il n'y a pas écrit vieux avec une flèche, non, il y a marqué gérontologie, voilà, il n'y a pas marqué enfant avec une flèche, non, il y a marqué pédiatrie. Vous ne commettrez pas l'erreur de savoir si c'est pour le pied ou pour l'enfant. Bref, et des détails bêtes qui font qu'à un moment donné, vous écoutez quelqu'un, vous dites il est bête. Non, il n'est pas bête, il n'a pas appris, il est passé à côté, il s'est dit j'ai pas le temps. Mais si vous lisez Astérix, puisque Astérix est le retour au cinéma, même si c'est pas super, mais dans Astérix, il y a plein de vannes. Il y a plein de vannes en latin, avec alors peut-être que vous n'êtes pas du tout de la génération Astérix, mais il y a un barde qui chante faux. Dans le domaine des dieux, il se met à chanter. Il y a tous les Romains qui fuient les immeubles en criant Cusque tandem, Cusque tandem, Cusque tandem. Et bon, moi je lis Cusque tandem, je ne comprenais pas la vanne, je devais avoir une quinzaine d'années, et je demande à ma mère, et elle me dit ah oui, c'est parce que c'est le discours de Cicéron, Cusque tandem, Catilina, mutere, patiata nostra. C'est ça? Non, mais d'apprendre le latin à la phrase latine du discours de Cicéron par une bande dessinée, je me dis que n'importe qui n'a pas un interprète français-latin à côté de lui passe à côté de la vanne. Donc il a Cusque tandem, il comprend pas le jusqu'à quand. Quand j'ai dû commencer quand c'était possible, de mémoire à mon époque. Ça commençait en 6e. Et puis il y avait quand même cette notion aussi qui vous a sûrement été rapportée de quoi qu'il, vous aurez une bonne note. Parce que vous êtes noté par des latinistes et par des profs de latin et qui sont déjà tellement émus, qui des êtres encore vivants qui apprennent le latin, que rarement vous êtes... faut vraiment être à côté de la plaque pour avoir une mauvaise note en latin, quoi. Donc mécaniquement, ça vous rapportera toujours des points. Et au-delà de la culture générale et de l'intelligence, mais voilà, et j'en ai fait jusqu'en terminale, jusqu'au bac. Ouais, que j'ai eu. Mais c'était plus difficile à l'époque pour vous, hein, je vous le dis. Des écoles qui annoncent du 98% de réussite du 100%, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais bon, tant mieux, ça fait pas tout le bac.
Top chrono, plus que 10 minutes. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, ah, tu veux le passer. Des questions? Vas-y. Vous avez déjà répondu en fait. C'était quoi? C'était que vous a apporté l'étude du latin dans votre vie professionnelle. Ah, dans la vie professionnelle. C'est que d'abord, c'est quand on lit des livres et que certains mots on croit connaître le sens d'un mot, c'est toujours bien. Enfin, moi, je me sers du littré. C'est toujours bien d'aller voir les étymologies. C'est toujours bien de comprendre d'où vient la structure d'un mot, comment il a été constitué, avant d'avoir peut-être son sens aujourd'hui commun et qui peut être détourné ou qui peut être imagé aujourd'hui. Mais ça, en tout cas, c'est toujours intéressant. Et c'est intéressant, et je ne sais pas si vous êtes très matheux globalement, mais généralement, maths et latin, ça va ensemble. Ça va ensemble. Il y a un côté structure, il y a un côté déclinaison, il y a un côté rythme presque, comme la musique va bien avec les mathématiques. Par exemple, rien. Dire rien. L'étymologie de rien, ça vient de res, une chose. Donc, quand il n'y a rien, il y a quelque chose. Donc, étymologiquement, quand on disait il n'y a rien dans ça, c'est-à-dire il y a peu de choses, mais c'était pas le néant, c'était pas le zéro total, quoi. C'était pas le trou noir dans les astres. Et de dire que rien, c'est déjà quelque chose, ça vous renvoie à des notions mathématiques de l'infini, puisqu'il y a le zéro, mais après on va jusqu'à moins l'infini d'un côté, jusqu'à plus l'infini de l'autre. Donc il n'y a jamais, entre guillemets, rien. J'adore votre regard, je sais que je vous ai perdu, mais j'adore. Et même quand quelqu'un vous dit, voilà, il s'est passé un truc, il y a un problème, non, rien. On est d'accord tous les deux, il y a forcément quelque chose. Mais, voilà, l'étymologie. Une dernière question, peut-être? Pour finir... C'est comme, pardon, régalien aussi, c'est un terme qui est très utilisé pendant les élections. Non, mais c'est vrai, régalien. Le roi. Donc, pour finir, quelle est votre locution latine préférée? Alors, celle qui me fait le plus rire, c'est Usque tandem, parce que je m'en sers énormément. J'ai une copine qui s'appelle Leïla, avec qui je fais de la radio et qui était prof de français et qui latinise aussi. Et on s'envoie, je vous jure que c'est vrai, je suis à deux doigts de vous montrer, on s'envoie des textos en latin, on se la pète ou pas? Non. Attendez, je vais essayer de retrouver la dernière conversation qu'on a eue ensemble. Leïla. Ah oui. Bon. Alors, il faut que je fasse un tri quand même dans... Voilà. Je lui pose une question, machin, et je lui dis machin hors note, du genre on y va ou on n'y va pas pour un invité. Et là, elle me dit, j'avais pas 20. Elle picole beaucoup, hein, donc je pense voilà. J'avais pas 20. Après, elle corrige, elle fait vu. Et je dis, dès le matin, tu commences? Elle me dit, non, j'avais pas 20, j'avais vu. Je dis, oui, ton correcteur t'a trahi. Ce n'est pas un lapsus lingué, mais un lapsus clavis. Et moi, je dis, digitus. Elle me dit, digiti. Alors, oui, c'est un génitif, tu as raison. Et là, je lui réponds, Quusque tandem Leïla butere patientia nostra, je vous jure, c'est vrai. Et elle me répond, Quam dio etiam nagi furoriste tutus nos eludet. Et moi, je lui ai dit, Quem ad finem cesse efranata iactabit audacia. Bref, nous nous sommes échangés donc des phrases en latin. Qui veut avoir la gentillesse de venir non, si vous voulez, il faut moins. Viens voir. On est d'accord? Voilà. 20 d'animateurs et d'animatrices de France Inter qui s'appellent. Mais... Ah, t'as pas vu le dernier, c'était Au revoir à la France. Voilà, donc ça amène presque une complicité, une connivence entre 2-3 personnes, et je veux pas partir dans le côté élitiste du latin, mais c'est un club, c'est un petit club quand même, et généralement ce sont les plus intelligents qui font du latin. Vas-y. Alors, pour finir, nous avons une petite surprise pour vous, qu'on espère que vous porterez beaucoup.
Déjà, j'ai un sac déjà d'office. Nagui, Is, ok, d'accord. Incroyable présentateur télé, défenseur enragé du latin, c'est vrai. Voilà. Je peux regarder ce qu'il y a dedans? Peut-être qu'il y avait que le sac déjà à la base. Ah, le souhait de ta mère. Il est super beau. Super beau. Je suis super fier. Merci beaucoup. Ah, derrière aussi. J'ai jamais été autant décliné et autant. J'adore. Merci beaucoup. Merci. C'est extrêmement gentil. C'était à moi de vous faire des cadeaux et pas à vous, mais en tout cas, ça a été un cadeau de vous parler. Et pardon si j'ai été long dans mes réponses, mais les questions étaient bonnes et les réponses sont pas simples non plus parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs facettes. Vous restez un peu ou vous repartez? C'est quoi le programme? Vous restez? Je suis désolé. Ok, donc vous allez voir totalement l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui sera un autre.